Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde digitale intitulée Cyberattaque, que peuvent faire les collectivités face à la menace, organisée par Innopolis Expo en partenariat avec The Pro Territorial. Donc juste un petit mot rapide sur Innopolis Expo, qui est un nouveau salon dédié aux innovations qui transforment les villes et les territoires. Et pour cause de Covid, qui a dû malheureusement être reporté, et qui se tiendra les 20 et 22 septembre prochains à Paris, à l'espace Champéret. Et donc The Pro Territorial, dont je suis le rédacteur en chef, c'est un nouveau journal qui a été créé en novembre 2017, à peu près 100 000 lecteurs, qui sont autant des élus, des agents et des cadres territoriaux. Et nous avons également une newsletter hebdomadaire. Donc, sujet fortement d'actualité, hein, depuis un certain temps. On sait qu'effectivement la crise sanitaire et notamment le développement du télétravail a beaucoup amplifié le phénomène des cyberattaques. Euh, les collectivités ne sont pas les seules, évidemment, concernées, hein. Tous les acteurs publics, privés le sont. On a beaucoup parlé aussi des hôpitaux. Mais c'est vrai je vous donnerai par la suite quelques chiffres qui montrent que le phénomène vraiment a cru énormément l'an dernier. Et malheureusement, ça continue. C'est vrai que j'ai envie de dire, il n'y a quasiment pas une semaine, voire des fois plusieurs fois par semaine, qui passe sans qu'on parle d'une collectivité qui n'était attaquée. Et collectivités de toutes les tailles. Donc, ça peut être des grandes agglomérations comme des fois des toutes petites communes. Donc, on va essayer dans la mesure du possible de vous donner, de faire un état des lieux de cette situation, mais également de vous donner quelques solutions. Donc, ce ne sera peut-être pas des solutions clés en main, bien sûr, mais quelques conseils et quelques prérequis qui sont vraiment nécessaires et que au moins cette période difficile soit au moins apprenante, j'ai envie de dire. Donc, je vous présente tout de suite nos intervenants. J'en profite pour les remercier tous les quatre. Donc, nous aurons deux expériences de collectivité et deux experts sur le sujet. Donc, tout d'abord, je voulais vraiment bien remercier ces deux collectivités parce que je sais que c'est pas un moment qui est facile. Bon, certains témoignages, pas forcément elles, mais on évoque même parfois un traumatisme, qui effectivement c'est un moment qui peut être très difficile à vivre, au-delà de la totale désorganisation que ça implique. Donc, je sais qu'un certain nombre de collectivités ne veulent pas forcément témoigner. Je vous avouerai qu'on a eu un peu de mal à en trouver. Donc vraiment, grand merci aux deux qui sont présentes aujourd'hui. Et c'est vrai que leur récit de leur expérience et de ce qu'elles font aussi aujourd'hui est vraiment intéressant. Donc c'est pour ça qu'on tenait à avoir ces récits. Donc tout d'abord, Patricia Durand, vous êtes DGS, donc directrice générale des services de Villecresnes, qui est une ville de 11 000 habitants dans le Val-de-Marne. Donc, vous allez nous parler d'une cyberattaque qui est assez récente, c'était février de cette année, même deux cyberattaques. Françoise Ringot, vous êtes directrice des systèmes d'information et du numérique de la communauté d'agglomération du Grand Annecy, donc Grand Annecy dans la Haute-Savoie, et l'agglomération fait plus de 200 000 habitants. Donc c'est vrai que c'est deux collectivités de taille différentes, donc ça sera intéressant de voir évidemment les approches différentes. Nos experts, donc tout d'abord Nicolas Arpagian, vous êtes vice-président stratégie et affaires publiques d'Orange Cyberdéfense, qui est une filiale donc du groupe Orange, et vous êtes également administrateur et membre du conseil d'administration de la plateforme cybermalveillance.gouv. Je pense que vous avez souvent entendu parler de cet organisme, qui est un GIP qui rassemble des acteurs publics et privés, et qui ces derniers temps a un rôle assez important parce que c'est souvent un des premiers interlocuteurs en cas de cyberattaque. Et quatrième intervenant, Damien Alexandre, vous êtes administrateur et animateur de l'espace collectivité du CLUSIF. Le CLUSIF, c'est une association de référence sur la sécurité numérique. Vous rassemblez à peu près 1 millier de membres, tant du public que du privé, donc notamment des collectivités locales. Et le but du CLUSIF, c'est vraiment un lieu d'échange, d'entraide entre ses membres et de retour d'expérience aussi. Donc, c'est vrai que vous pouvez intervenir à différents sujets, mais c'est notamment votre rapport est vraiment sur, j'ai envie de dire, un peu en prévention de comment aider les différents acteurs à se prémunir dans la mesure du possible d'une cyberattaque.
et vous avez également une autre fonction en rapport justement avec les collectivités. Vous travaillez dans un syndicat départemental justement sur le numérique, qui gère vraiment toutes les questions numériques, dont la sécurité numérique, qui s'appelle le Soluris. Donc, c'est un syndicat départemental sur la Charente-Maritime et une partie des Deux-Sèvres, qui rassemble essentiellement des collectivités, quelques organismes publics aussi, donc des communes, des intercos, et j'imagine beaucoup de petites communes notamment. Et vous êtes aussi sur le Soluris, le RSSI, j'ai toujours du mal à dire ce terme, c'est un terme dont on va pas mal parler parce qu'on sait que c'est le responsable de la sécurité des systèmes d'information et on sait que c'est une fonction importante dans les collectivités qui est loin d'être existant dans toutes d'entre elles, mais on verra que c'est un poste important. Et vous êtes également DPO. Alors le DPO ou DPD, c'est le délégué à la protection des données. On va voir que justement le sujet des données est crucial par rapport à notre sujet. Donc, avant de vous donner la parole, peut-être vous donner rapidement quelques chiffres un peu pour planter le décor. Euh, 2020, on a un chiffre effectivement qui vient de la plateforme cybermalveillance.gouv qui nous donne 50% de cyberattaques contre les collectivités. Donc vous voyez quand même l'ampleur du phénomène. Ça représente 159 collectivités, mais soyez honnêtes, ça c'est des collectivités qui ont fait une déclaration auprès de la plateforme. On sait que le phénomène est plus important, parce que même si théoriquement les collectivités devraient faire les déclarations, mais on sait que plus une fois, c'est pas le cas. Et je reviens un petit peu à ce que je vous disais au début, on sait que de temps en temps, les collectivités n'ont pas forcément envie, donc préfèrent que ce soit un mauvais souvenir et pas déclarer. Donc quoi qu'il en soit, le phénomène est très important et en forte recrudescence sur l'année 2020. Autre chiffre, l'ANSSI, autre acteur important dont on va pas mal parler aussi. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ces interventions d'urgence, donc tout acteur confondu, hein, pas uniquement les collectivités, a été multiplié par 4 en 2020 par rapport à 2019. Ça vous montre aussi l'ampleur du phénomène. Autre chiffre de l'ANSSI, 20% des victimes de rançongiciel. On va parler de cette sale bête un peu plus en détail par la suite, mais c'est effectivement une des attaques aujourd'hui les plus fréquentes, notamment vis-à-vis des collectivités. Donc 20% de l'ensemble des victimes de rançongiciel sont des collectivités, donc également chiffre 2020. Et peut-être encore un dernier chiffre, le cybermalveillance a rendu son rapport il y a peu de temps, et la fréquentation de son site, effectivement, qui est un site avec beaucoup de ressources, a augmenté de 155% en 2020 par rapport à 2019. Donc voilà, c'est quelques chiffres pour vous montrer l'ampleur du phénomène. Euh, Avant de donner la parole peut-être à Damien Alexandre, j'ai envie de dire, je pense que ça sera un peu un fil rouge lors de nos tables rondes, c'est l'importance que ce sujet, même s'il est éminemment technique et qu'il faut avoir un certain nombre de connaissances, mais que la meilleure façon peut-être de s'en prémunir, c'est que justement, c'est de ne pas l'aborder que d'une façon technique, vraiment d'une façon très transversale au sein de la collectivité, entre les différents services, que les élus, que le DGS de la collectivité s'en emparent et ça soit pas juste un silo de se dire ça dépend de la DSI et voilà, c'est à eux de faire le travail. Je pense que les retours d'expérience nous montrent bien cette importance-là. Donc peut-être pour revenir un peu sur l'état des lieux du phénomène et de voir comment les collectivités aujourd'hui sont plus attaquées, j'ai envie d'interroger, de donner la parole tout de suite à Damien et Alexandre. Comment justement vous analysez ce phénomène qui touche beaucoup plus les collectivités? J'insiste, hein, toutes les collectivités, même les toutes petites. Oui, je confirme, effectivement, toutes les collectivités sont impactées. Alors bon, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Je pense que déjà, aussi, il y a un premier phénomène, c'est qu'il y a plus de cas qui sont signalés de par l'obligation liée au RGPD depuis 2018. Donc effectivement, avant, il pouvait y avoir aussi des attaques, mais elles n'étaient tout simplement pas signalées parce qu'il n'y avait pas d'obligation. Et donc, ça passait en dessous des radars. Après, comment dire, on a pu voir pendant la période
Covid, avec le télétravail, comment dire, d'attaques en parallèle de type ransomware. Alors, sur Ça a le sujet, fragilisé les systèmes, justement, ce pardon? développement, ça a fragilisé les systèmes, ce développement très important du télétravail? Alors, ça a facilité peut-être des cybercriminels, mais en fait, on a une hypothèse un peu différente qui est que, en fait, alors on va parler là, je parle uniquement de la cybercriminalité des types rançongiciels, c'est que finalement, on est face à un secteur qui était et qui est encore en pleine expansion. Et donc, finalement, bon, il y a corrélation, mais pas forcément causalité entre les deux phénomènes. C'est-à-dire que ça a pu un peu profiter, à fragiliser, faciliter le travail des cybercriminels, mais c'est avant tout parce que les rançongiciels rapportent énormément et rapportent toujours plus que finalement on a vu toujours plus d'attaques. Parce que finalement, le cybercriminel, son seul intérêt, c'est d'abord de gagner de l'argent. Et donc, là où il y a de l'argent à gagner, l'activité va continuer et s'intensifier. C'est le principal risque, justement, par rapport aux collectivités. C'est vrai que les deux exemples qu'on entendra tout à l'heure, c'est des cas de rançongiciel, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé par rapport... Là, je suis vraiment sur le champ des collectivités. Alors sur les collectivités, alors donc, l'Occlusif, tous les ans, réalise, un événement qui s'appelle le Panneau-Crime, où on fait un bilan, de l'année, en fait. Et nous, on avait identifié à peu près, que, en 2020, 30 des collectivités en France avaient été victimes, d'attaques, diverses, et effectivement, ça corrobore, je dirais tout ce qui est dit sur le sujet. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de collectivités qui sont victimes et que le fait d'être une petite collectivité, n'est plus suffisant pour, se considérer comme protégé ou, se considérer comme n'étant pas concerné par, des démarches, visant à protéger sa collectivité avec des mesures de cyberdéfense. Pas tout à fait le terme, mais voilà. Même question à Nicolas Arpagian sur un peu l'ampleur du phénomène. Et après, j'ai envie de vous demander aussi de dire un peu, ça vous arrive, quel- qu'est-ce qu'il faut faire justement? Je sais que j'ai cité quelques acteurs, mais déjà peut-être sur l'ampleur du phénomène et sur cette cible collectivité Alors, qui n'a pas été mis. les, Excusez-moi, collec- je vous en prie. pardon, les collectivités sont effectivement des entités qui se sont, et c'est une bonne chose, numérisées. C'est-à-dire que par rapport à l'évolution, va permettre d'illustrer le phénomène, c'est-à-dire qu'elles ont besoin du numérique pour fournir leurs services. C'est vrai qu'à l'époque où elles l'étaient moins, où elles avaient la capacité de se substituer de manière papier, crayon à des prestations, bah là, effectivement, le phénomène devient tangible. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas en mesure de fournir les services qu'elles ont l'habitude d'assurer pour les citoyens. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on va distinguer dans les attaques telles qu'on les voit nous auprès des collectivités trois types d'attaques. La première, c'est effectivement le rançongiciel. Alors le rançongiciel, c'est au final quelque chose d'assez visible. Pourquoi? Parce que le pirate a chiffré, donc il a rendu inaccessible des données, des systèmes de messagerie, des serveurs, éventuellement un site internet. Et donc la question de la dissimulation du phénomène, elle est assez limitée parce que effectivement, on n'a pas accès aux fichiers, on ne peut pas fournir les services naturels que sont l'état civil, les prestations sociales, la caisse des écoles, etc. Deuxièmement, et ça c'est par contre, effectivement, c'est pour ça que les chiffres que vous avez indiqués ne sont que parcellaires, c'est le fait qu'il faut que si l'entité ne dispose pas d'une capacité de détection, elle peut ignorer son statut de victime. En clair, quelqu'un qui serait rentré dans un système d'information, il naviguerait, aurait trouvé des fichiers par exemple, j'évoquais la caisse des écoles, mais même éventuellement des fichiers d'état civil. S'il extrait ces données, ce n'est qu'au moment où, plus tard, lors d'une investigation, on va s'apercevoir que sur telle ou telle plateforme, des pans alors entiers ou en tout cas des parts conséquentes de cet état civil sont mises à la disposition des internautes. Alors évidemment dans un commerce qui est évidemment illicite, mais c'est à ce moment-là qu'on se dit oh là là, mais tiens, ça ressemble à l'état civil de telle collectivité, de telle municipalité. Et à ce moment-là, on va remonter le fil et se dire bah tiens, manifestement il y a eu une intrusion, ou en tout cas une exfiltration de vos données
à quelle occasion, quelle date, etc. Donc, C'est fréquent? Parce qu'effectivement, on pense moins à ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est un peu démoniaque, mais c'est des bien choses sûr, en qui fait, peuvent arriver souvent? les données personnelles dans l'économie criminelle sont un matériau très recherché parce que Mm. elles sont monétisables sur une relative longue période, surtout quand ce sont des données précises, à jour et complètes. En clair, si par exemple, il peut vous arriver de répondre n'importe quoi quand vous vous inscrivez à la base de données marketing d'un commerçant, d'un épicier, parce que vous souhaitez bénéficier d'une réduction et donc voilà, vous essayez de ménager votre vie privée tout en bénéficiant du service promis par le commerçant. Et effectivement, ces informations, elles vont éventuellement être imprécises, incorrectes et forcément parcellaires. Les données d'état civil, elle sait bien votre vrai nom, vos vrais prénoms, vos vraies dates de naissance, votre véritable adresse. Quand vous avez confié à votre municipalité ou à votre département ou dans le cas du RSA, enfin de toutes les prestations sociales, c'est bien votre numéro de téléphone, c'est bien votre email. Donc ces données-là, elles ont une valeur sur le marché justement de l'identité numérique parce qu'elles vont permettre des opérations d'usurpation d'identité, de fraude, de ce qu'on appelle l'hameçonnage, c'est-à-dire le fait de vous adresser des messages qui vont comporter des informations qui auront des éléments de vérité, c'est-à-dire des choses qui vous inspireront confiance et donc vous inciteraient à cliquer sur un lien, télécharger une pièce jointe. Donc évidemment, les collectivités sont détentrices de ces données-là. Et en plus, c'est vrai que souvent, par des contraintes budgétaires, il faut le reconnaître. Et même si les élus et une grande majorité d'élus sont extrêmement consciencieux, rigoureux, investis dans leur mission, effectivement, il y a quelquefois des arbitrages qui ont été faits pour des choix techniques, pour voilà, autant une entreprise, plus elle grandira, plus elle sera nourrie en personnel, va se doter de spécialistes, un interne d'équipe en charge de la cybersécurité. Il faut le reconnaître, les collectivités n'ont pas disposé des moyens ou justement des capacités de le faire. Et donc, dès lors que ce sont des acteurs sociaux qui se sont numérisés et qui en plus sont interconnectés, c'est-à-dire qu'une mairie, elle va travailler avec le tissu associatif, elle va travailler avec la préfecture, elle va travailler avec l'agence régionale de santé, par exemple, ponctuellement, elle va travailler avec plein d'entités. Et donc, c'est autant d'occasions C'est la d'avoir fragilité. des infections ou soi-même d'être un amplificateur d'une infection. Et donc, il est tout à fait bienvenu que ces collectivités aient pris le pas des services numériques et de la numérisation de leurs activités. Ce qu'il faut maintenant, c'est s'assurer que ce déploiement numérique soit accompagné de principes de sécurité qui vont conduire, un, à l'identification des actifs, deux, à l'îlotage, le fait de séparer les données, le fait que dès lors qu'on va pouvoir accéder à un certain type d'information par la messagerie, si celle-ci devait être infectée, qu'on ne puisse pas naviguer à sa guise dans l'intégralité du système d'information. Donc voilà, de se poser la question. Il ne s'agit pas de transformer tous les élus, tout le personnel des collectivités territoriales en experts informatiques, ça n'aurait pas de sens. Par contre, leur donner des règles, des outils pour justement, on ne pourra pas empêcher certaines attaques, c'est certain, mais limiter les effets et permettre la restauration, le retour à une situation normale dans les meilleurs délais et avec le moins d'impact possible. Ça, on le verra par la suite. J'ai oublié de préciser au tout début qu'effectivement, le but, c'est pour vous, c'est de poser des questions. Donc, vous avez vu, il y a un chat et il y a aussi une fonction questions-réponses. Donc, n'hésitez pas. On essaiera de prendre le maximum de vos questions et de les relayer. Avant de passer la parole aux deux expériences de collectivité, Nicolas Arpajon, une dernière question, on revient plus au type d'attaque plus classique, j'ai envie de dire, classique, façon de parler. Euh, Concrètement, je suis une collectivité, qu'est-ce que je fais? Je saisis qui? Est-ce que je saisis Alors, l'ANSSI, tout le dépend. Alors, cybermalveillance? vous avez évoqué l'ANSSI tout à l'heure, alors qui n'est pas, après, qui est un service public, certes, mais qui n'a pas vocation à intervenir sur les 36 500 communes de France. Pourquoi? Parce que, effectivement, ce n'est pas matériellement Possible. faisable. Par contre, l'idée, c'est quoi? C'est déjà que alors, vous avez recommandé, et c'est vrai que je ne peux que vous inciter les élus et les personnels des collectivités territoriales à fréquenter le site cybermalveillance.gouv.fr. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la situation à laquelle vous allez être confronté, on va vous flécher
les comportements et les démarches à effectuer. Est-ce que vous voulez porter plainte? Oui, non. C'est un droit, on peut discuter du dépôt de plainte, mais en tout cas, c'est vrai qu'il permet de documenter des modes opératoires. Il permet éventuellement, dans certains cas, il est exigé par des compagnies d'assurance, mais à qui porter plainte? Brigade de gendarmerie, commissariat de police, et également les premiers gestes à faire. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'une cyberattaque, alors toute proportion gardée, mais c'est un peu une scène de crime si on fait l'analogie policière ou gendarmique, c'est-à-dire que effectivement, on va être pris dans deux attitudes, celle de revenir à une situation normale et celle de préserver les éléments techniques pour assurer d'une part une meilleure compréhension de ce qui est intervenu, éventuellement enclencher un régime de responsabilité, voire l'assurance pourra être demandeuse d'un certain nombre d'éléments. Donc, on peut pas il ne faudrait pas tout effacer, tout nettoyer en se disant ça y est, il faut que je revienne à une situation normale. Donc, il y a quelques mesures simples de conservation des éléments techniques. Là, effectivement, donc on vous les explique sur cybermalveillance.gouv.fr. Et puis, on vous propose également alors, des prestataires avec deux choses. La chose, c'est la localisation. On va vous demander le code postal, comme ça, d'avoir des personnes près de chez soi, c'est quand même aussi plus confortable et plus rassurant. Et deux, Ils la sont nature. ils sont Voilà, labellisés par vous, si je… alors, justement, qui vont être labellisés. Et, on est en train de bien compléter cette phase de labellisation parce qu'il va nous falloir, alors là, je parle avec ma casquette cybermalveillance.gouv.fr, faire en sorte qu'on puisse, par des cabinets extérieurs, apprécier le niveau d'expertise des prestataires que nous avons enregistrés, puisque la priorité a été donnée à la proximité géographique. Et donc, vous mettez votre code postal, on vous suggère des prestataires qui auront été labellisés et vous allez écrire en termes simples le problème que vous avez. Ça peut être mon écran est tout noir, l'ordinateur ne remarque plus, enfin des choses qui ne sont pas un langage de technicien. Et leur rôle et leur engagement quand ils adhèrent à la démarche, c'est justement de trouver les bons mots et de faire en sorte d'avoir des prestations adaptées en termes de tarifs, en termes de réponse à incidents. Et en plus, ils vont nous documenter ce qui est arrivé, alors en anonymisant, parce qu'il ne s'agit pas de pointer telle ou telle entité, ça n'a pas d'intérêt à ce stade, mais par contre, ça va nous permettre de documenter les modes d'attaque, les circonstances, de manière à créer une base de données de la menace et qui nous permettra aussi d'informer les acteurs institutionnels en leur disant tiens, on a une collectivité, elle s'est fait infecter par ce mode opératoire-là, dans telle circonstance, voilà les symptômes en quelque sorte. Et donc, c'est aussi un intérêt d'avoir cette mise en commun d'informations. Il ne s'agit pas de stigmatiser, de pointer, on va respecter l'anonymat, mais par contre, ça va permettre de documenter les modes opératoires. Et donc, il y a toujours un primo-infecté. C'est inévitable. Par contre, plus on va ensuite pouvoir partager de l'information sur le comment ça a été arrivé, quelles sont les caractéristiques, et ça va permettre de documenter les éléments de détection. Et donc, les autres entités, les autres collectivités bénéficieront de cette expérience dramatique, évidemment. Mais peut-être que le coup d'après, c'est votre collectivité qui bénéficiera de cette mise en commun d'informations. Donc, c'est une des démarches très innovante parce que cette logique d'avoir un GIP, un groupement d'intérêt public dans lequel on a l'État, on a des collectivités, on a des entreprises utilisatrices, des entreprises fournisseurs de services, c'est une des réponses à la singularité des cyberattaques et du risque numérique qu'on a trouvé pour justement construire la réponse, sachant que, évidemment, vous voyez bien que l'actualité cyber, ce sont quelquefois des attaques interétatiques, ce sont quelquefois des activités criminelles de dimension internationale, et puis aussi, quelquefois, ce sont des individus isolés, anciens collaborateurs, personnels militants. Ça peut être plein de gens qui ont des profils très différents et qui vont initier des attaques ou une négligence, ça existe aussi, de la part d'un collaborateur qui aura eu un usage non professionnel ou non rigoureux de ses équipements. Là, vous me donnez une formidable passerelle parce que justement, là, on va prendre les deux exemples. Et justement, dans le cas de Villecreine, c'est justement un malheureux mail qu'on n'aura pas dû ouvrir et qui a été ouvert. Merci, Nicolas Arpagian. De toute façon, on reviendra tout à l'heure un petit peu sur quoi faire et notamment sur l'après. Donc, Patricia Durand, DGS de Villecreine, peut-être un récit de ce qui vous est arrivé. Effectivement, ce point de départ, c'est ce fameux mail qu'on ouvre, cette pièce jointe qui déclenche tout. C'est ça. C'est un simple mail, une simple pièce jointe qui, parce qu'on l'a ouverte et activée, eh bien, à un moment donné,
place la collectivité en isolement total et bloque le système pendant 6 semaines. C'est le concret de la réalité d'une petite collectivité qui, après une phase de confinement, après un renouvellement municipal, une nouvelle équipe arrive, découvre, regarde, et puis le temps du diagnostic nécessite du temps jusqu'au moment où arrive cette cyberattaque. Et là, on découvre qu'on a un système qui n'est absolument pas protégé. Les utilisateurs qui n'ont pas du tout été sensibilisés, c'est pas du tout de la malveillance de leur part, mais c'est simplement, on a un système comme si on était dans une maison qu'on quittait et on avait laissé les portes et les fenêtres ouvertes et les clés dessus pour que ce soit plus facile d'y accéder. Voilà, donc je dirais que dans cette situation critique, on a au moins eu la chance, je dirais, de ne pas avoir des données qui ont été volées. Elles ont été bloquées, donc elles étaient inaccessibles et donc notre système informatique était totalement bloqué. Et comme l'a dit tout à l'heure effectivement l'intervenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une montée en charge de tout ce qui est dématérialisation des actions en fait, qui sont menées par les municipalités, enfin par les collectivités en général d'ailleurs, et que du coup, on se retrouve à gérer des données qui sont extrêmement sensibles. Et ça sera de plus en plus, effectivement. Parce qu'il y a l'objectif du tout des maths dans les démarches administratives dès l'année prochaine. Donc, ce phénomène déjà qui a déjà été enclenché de façon forte, ça ne va pas cesser d'augmenter, de monter en puissance. Bien sûr, bien sûr. Après, la particularité aussi de la commune, c'est qu'on est effectivement adhérent à un syndicat informatique qui mutualise en fait nos besoins en termes de logiciels métiers. Et quand même, l'un des avantages, c'est que la plupart des données sensibles que nous détenons, elles étaient sauvegardées à une échelle intercommunale. C'était l'avantage. L'autre inconvénient, c'est qu'il a fallu quand même être extrêmement réactif parce qu'une simple attaque dans une petite commune de 11 000 habitants et de 80 postes informatiques risquait d'impacter une communauté de 300 400 000 habitants et avec un nombre de données bien évidemment beaucoup plus conséquent. Voilà. Il y a eu cette inquiétude-là, que ça puisse être au-delà du périmètre de la commune. Bien au-delà du périmètre, bien sûr. Je ne parle pas non plus effectivement des échanges avec la préfecture, etc. Voilà. Et puis, tout ça, quand même, ce que je tiens à signaler aussi, c'est que cette situation, elle intervient au moment où, en fait, on n'a aucune ingénierie en interne pour avoir la garantie que la conduite à tenir que l'on va engager, c'est la bonne. Et ce n'est pas simplement un manque de volonté des élus de ne pas se préoccuper du sujet, mais c'est aussi qu'aujourd'hui, dans le domaine du numérique et de l'informatique, une commune de 11 000 habitants, elle n'est pas forcément très compétitive pour avoir les compétences en interne qui permettent d'avoir un plan d'action qui garantisse les sauvegardes et puis qui soit à la fois dans l'assistance à l'utilisateur et donc dans la prévention de ce type de risque. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que… Excusez-moi, quand l'attaque a démarré, auprès de qui? Justement, c'est votre prestataire habituel que vous avez contacté? C'est la plateforme cybermalveillance? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, en fait, on a effectivement un prestataire qui nous accompagnait sur le déploiement de notre parc informatique, qui avait déjà fait un petit état des lieux, mais bon, parfois les délais sont un petit peu longs aussi. C'est pas parce que, en tout cas, il y avait un diagnostic qui avait été fait, qui était très récent et qui, bon, j'ose le dire, laissait entrevoir qu'on n'avait aucun système de sécurité et de sauvegarde digne de ce nom. Et que, y compris les postes informatiques, les antivirus, les licences n'avaient pas été renouvelées. Voilà. Donc, je préfère jouer de l'honnêteté, comme ça c'est clair. Donc, entre le moment où on se dit bon, on a besoin d'un plan d'action, y compris un plan de financement, où on a besoin de quelques semaines ou de quelques mois pour le déployer, eh bien, on se retrouve avec cette cyberattaque. Donc, du coup, tout de suite, on s'est tourné vers notre prestataire qui nous a donné les quelques leviers
utile pour savoir quoi faire et pour ne pas propager les choses. Et dans le bouche à oreille, on s'est très rapidement tourné effectivement vers l'ANSSI, de manière à savoir quelle était la conduite à tenir et surtout quel pouvait être le protocole à remettre en place ou en tout cas à suivre pour qu'on en arrive effectivement à un retour à la normale qui soit le plus rapide possible. Vous avez déposé plainte? Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a eu deux positions fermes qui ont été prises. Le premier, bien sûr, c'était de ne pas payer la demande de rançon, puisque c'était comment dire, c'était un rançonnage, et également de déposer plainte, dont aujourd'hui, en revanche, on n'a pas du tout d'informations sur la suite qui y est donnée, quoi. Et sinon, quand on s'était joint avant la tenue de notre table ronde, vous m'aviez dit le mérite de cette cyberattaque, c'est d'être un révélateur de ce qu'il ne faut pas faire. J'avais Tout trouvé à ça fait. intéressant. Déjà, c'était une forme de résilience, comme on dit aujourd'hui, donc de positiver sur un événement malheureux, mais de voir que, même si vous parliez du diagnostic que vous aviez eu avant, mais je pense que vous ne pensiez pas que c'était malgré tout à ce point-là. Et parce que vous me disiez, c'était à tout niveau, hein, c'était même sur vos antivirus, le travail était complet, disons, de dire au moins, et heureusement, il n'y a pas eu c'est des conséquences embêtantes. Vous disiez, vous avez été en rideau pendant 6 semaines, mais bon, ça s'est arrêté là, si je mets des guillemets, hein. Oui, oui. Mais au moins, c'est la leçon, parce que j'imagine que les leçons, vous avez déjà commencé à les tirer, mais ça va continuer aussi, parce que même dans votre organisation. Bien sûr, bien sûr. Oui, j'ai dit que finalement, mais comme toute situation de crise, hein, on en tire les conséquences et puis on essaye de porter un regard sur l'avenir qui soit beaucoup plus positif. Mais c'est d'abord un drame. C'est d'abord un drame quand ça arrive. Où d'un seul coup, on est dans la crise de panique, où il faut tout de suite arrêter tous les ordinateurs, les isoler du réseau. Voilà, donc ça, c'est le choc, un peu, et en se disant, c'est un peu comme les accidents, ça n'arrive qu'aux autres, et puis surtout, qui pourrait s'intéresser à une petite commune de Villecrène, dans le Val-de-Marne, avec 80 postes informatiques, 200 agents et 11 000 habitants. Donc, on n'imagine pas du tout qu'on puisse être la cible. Et après, l'événement, il permet de mesurer les conséquences. Une des conséquences, on a beaucoup parlé des démarches en ligne. Un événement comme ça qui arrive à la moitié du mois, c'est la première des choses, c'est comment on va pouvoir régler les salaires en fin de mois. Hein. Et donc, de trouver des stratégies et de la bienveillance à l'égard des autres services partenaires pour accepter de trouver une autre solution et de faire en sorte que les salaires arrivent quand même sur les comptes des agents en fin de mois. C'est typiquement ce genre de choses auxquelles il faut faire face. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, tout le monde est sensibilisé et le fait d'avoir des restrictions sur des usages sur les postes est beaucoup mieux accepté et compris. Surtout, on comprend le sens des décisions qui sont prises parce que justement, on a cette expérience. Merci pour votre témoignage et comme vous disiez, de montrer que vraiment toutes les collectivités sont vraiment, tous les types et les tailles de collectivités sont concernées. Autre expérience, le Grand Annecy, vous, c'est arrivé en fin d'année. Alors c'est vrai qu'on a oublié de dire que souvent ces satanées cyberattaques arrivent souvent le week-end, le soir, les vacances. Et vous, c'est vraiment le cas. C'est en toute fin d'année, c'est entre Noël et le Nouvel An, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que le moment quand même d'une activité plus calme, où je m'imagine qu'il y a beaucoup moins de monde dans la collectivité. Et c'est vrai que ça, les pirates aiment bien ce genre de moment-là parce que ça rend l'organisation plus fragile. Vous n'avez pas votre micro, on ne vous entend pas malheureusement. Pardon. Oui, effectivement, c'est arrivé pendant le week-end de Noël et ça a effectivement contribué à la gravité de l'attaque. Donc, le
le lundi matin, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus rien. Et effectivement, par rapport à certaines collectivités qui ont pu interrompre le cryptage des données parce qu'ils s'en sont rendus compte par l'intervention d'un agent qui est allé sur une application qui fonctionnait plus. Nous, effectivement, ils ont eu 3 jours pour tout crypter. Et 3 jours, c'est largement plus que nécessaire. Et donc, quand on est arrivé le lundi, il n'y avait vraiment plus rien qui ne fonctionnait. Tous les serveurs étaient cryptés. Nous, on ne peut pas dire qu'on avait rien fait en termes de sécurité. C'est vrai qu'on avait axé toutes nos démarches de sécurité sur des pannes ou des incidents physiques. On avait une double salle, donc une salle répliquée, parce que pour pouvoir redémarrer, on va dire, dans l'heure en cas de panne d'un serveur, on avait pareil cette salle pour démarrer en cas d'incendie, d'inondation, enfin toute panne ou arrêt qui aurait pu être dû à quelque chose de physique, on va dire. Mais je veux dire, oui. Mais on n'avait pas du tout prévu une cyberattaque parce que, pour le dire honnêtement, moi, je ne pensais pas qu'on pouvait être victime d'une cyberattaque puisque, pour moi, il était bien évident que les collectivités ne peuvent pas payer. Et donc, pour moi, c'était un peu comme demander une rançon à quelqu'un qui n'a pas d'argent, quoi. Donc, je voyais, enfin, je pensais pas qu'on puisse être victime de ce genre d'attaque. Donc, là, on a bien vu que c'était possible. Excusez-moi, je vous interromps justement parce qu'on ne l'a pas évoqué au début. C'est vrai qu'un certain nombre de collectivités sont ciblées dans les attaques, mais des fois, effectivement, c'est des choses qui tombent sur des collectivités, mais c'est des, je sais pas comment appeler ça, une série de mails qu'on a et qui sont envoyés. Donc, c'est des victimes collatérales d'une certaine façon. On reverra peut-être ça tout à l'heure avec Damien Alexandre et Nicolas Arpagian. C'est vrai que nous, on n'a pas la réponse, c'est-à-dire est-ce qu'on a été ciblé par hasard, c'est-à-dire que c'était des mails qui sont partis et puis que finalement maintenant les attaquants attaquent tous azimuts et puis voient sur qui ça tombe sans vraiment cibler leur action avant. Est-ce qu'on a quand même été ciblé, mais dans ce cas-là, je ne vois pas bien leur avantage, sauf à avoir une démarche, on va dire, plus économique pour ralentir une région ou voilà. Mais je sais pas dire pourquoi nous avons été attaqués, mais on l'a été. Ce lundi matin, plus rien ne fonctionnait. Donc, quand je dis plus rien, c'est vraiment chez nous plus rien du tout. C'est-à-dire que première démarche, on se dit il faut prévenir l'ANSSI, il faut prévenir la CNIL, mais vous faites ça, vous n'avez même plus votre agenda, vous n'avez plus un numéro de téléphone. Quand vous avez même un smartphone qui est synchronisé avec la messagerie, vous n'avez plus rien. Et donc, voilà, j'ai cherché le numéro de l'ANSSI sur Internet pour contacter l'ANSSI, par exemple, alors que je savais que dans mon carnet d'adresses, j'avais par exemple le responsable de la région, mais on n'a plus rien du tout. Donc, on a prévenu l'ANSSI, on a prévenu la CNIL, on a déposé une plainte à la gendarmerie. Et puis là, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que le monde s'arrête parce que on n'a plus rien. Et dans les premiers jours, je vais dire, on n'a plus... on voit pas d'issue. On est dans un tunnel, mais dans un tunnel dont on voit pas le bout et on pense même qu'il n'y a pas de bout à ce tunnel. Et puis après, on finit par contacter des gens qui ont eu la même expérience et on finit par, au bout de quelques jours, avoir quelques informations et se dire que il y a des sociétés qui sont capables de récupérer les données, des sociétés qui sont comme Orange Cyberdéfense prêts à nous aider pour voir d'où est venu le problème et surtout pour reconstruire notre SI.
Donc, au bout de quelques temps, eh bien, on a donc décidé, malgré le fait que la police nous ait dit de ne pas envoyer nos serveurs, parce que ça aussi, c'est une grosse difficulté. Nous, on avait fait, avant d'appeler l'ANSSI, toutes les démarches, on va dire, évidentes, couper les serveurs, isoler du web, etc. Mais on a eu tout de suite une demande de la police qui était de garder tous les serveurs en l'état. Et c'est vrai que et de garder les serveurs et en même temps les envoyer à une société pour qu'elle décrypte nos données, c'est pas possible. Donc, on a perdu un peu de temps comme ça, jusqu'à décider qu'on avait suffisamment gardé, enfin, de sauvegarde de ce qui s'était passé et qu'on pouvait envoyer nos serveurs à décrypter. Et donc ça a été la bonne nouvelle. En quelques jours, la société que nous avions contactée nous a indiqué que toutes nos données étaient récupérables et nous ont renvoyé donc toutes nos données. Alors là, par contre, il y a une grande décision à prendre. Je pense au bout de 6 mois qu'on a pris la bonne, c'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas restaurer ces données. Parce qu'évidemment, si on est victime d'une cyberattaque, c'est, comme l'a dit Madame Durand, quelqu'un qui a sûrement répondu à un mail ou qui a fait une mauvaise manip sur Internet, mais qui a permis à un virus de s'installer dans notre système d'information, mais on ne sait pas depuis quand. Il peut y être depuis plusieurs mois. Et du coup, on a décidé de ne rien restaurer et de tout reconstituer au fur et à mesure. Donc là, on a demandé, nous, la DSI, à la direction générale de nous organiser, enfin de nous donner un ordre de priorité sur toutes les bases de données qu'on aurait à reconstruire. Et on a testé les données et on a réimplanté au fur et à mesure. Donc évidemment, on a donné la priorité, ça je l'avais fait même avant de poser la question à la direction générale, à tout ce qui était ressources humaines pour que la paye, donc la paye, on a eu de la chance, à nous c'était le 28 décembre, donc la paye du mois de décembre était déjà faite, ça veut dire qu'on avait 1 mois pour faire la paye, enfin, on va dire 3 semaines pour faire la paye du mois de janvier. Et du coup, première base qu'on a restaurée, c'était la base RH et on a pu, alors c'est sûr que le service des ressources humaines a énormément travaillé, hein, ils ont travaillé même le week-end parce qu'il a bien fallu combler les 8-10 jours qu'on avait mis à restaurer leur base, mais la paye de janvier a été faite dans des conditions normales. Et puis après, petit à petit, on a remonté toutes les bases finances, les bases de l'eau, etc. Alors, l'avantage qu'on a eu nous, c'est que pratiquement les services à la population n'ont pas été impactés. Évidemment, si pour avoir un duplicata de votre facture d'eau, vous ne pouviez pas l'avoir, mais les interventions chez les personnes, les fuites, tout a été maintenu. Les portages de repas aux personnes âgées, alors il y a eu quelques petits loupés, c'est-à-dire des personnes qui ont eu un repas un jour où elles ne devaient pas l'avoir, mais tout a été fait, ou de mémoire par les agents, ou en reprenant des papiers, en reprenant des duplicatas qui avaient été faits avant. Et voilà. Et à part ça, donc on a décidé aussi de remonter tout l'Active Directory, toute la gestion, l'arborescence de fichiers. Et quand on dit que, l'image que j'ai, c'est un iceberg et on a toute la partie de l'iceberg visible et tout à fait efficiente à ce jour. Par contre, la partie non visible n'est pas encore reconstituée totalement. Voilà, donc je pense que la leçon qu'on va tirer, c'est effectivement d'essayer de mieux sensibiliser les agents, mais quand je dis mieux, c'est de plus le faire comme on le faisait avant, parce que les mails, attention, n'ouvrez pas ces mails, ou attention, faites attention, je sais pas, on vous demande jamais votre mot de passe, etc. On voit bien que ça sert à rien. Et donc, on va, je pense, lancer des campagnes de faux hameçonnage pour voir ceux qui répondent et former vraiment, mais
ces gens-là, la bonne population. Voilà. Et puis bah, effectivement, ce qui est positif, c'est que maintenant, les dépenses de sécurité, bah, on a quand même beaucoup plus de facilité pour les mettre en place, et les choses qui paraissaient superflues autrefois le sont beaucoup moins maintenant. Voilà. Merci beaucoup pour vos témoignages. Vous verrez que pas mal de questions viennent. C'est vrai qu'un des éléments que vous avez abordé, hein, c'est le besoin de sensibilisation, je dirais même de formation de tout le monde. Parce que là, on parlait des agents, des élus, hein, vraiment tout le monde. Oui. Et j'entends, je sais pas, je comprends pas bien, mais bon, on n'entend plus, donc c'est l'essentiel. Pas mal de questions. Alors, donc là, je pense plutôt à Damien Alexandre, parce que c'est vrai qu'on l'avait abordé très rapidement tout à l'heure, cette fameuse notion de transversalité dans la collectivité. Comment sensibiliser les élus et la direction sur ce sujet qui reste trop souvent dans le périmètre seul de la DSI par manque de temps, complexité technique, etc., etc. Et c'est vrai qu'on voit parmi les leçons, c'est de dire il faut vraiment que ce sujet soit pas traité de façon verticale, de se dire c'est une question technique, c'est la DSI et point. Vraiment, une des leçons, c'est que tout le monde s'en empare, et notamment les élus et la direction générale de la collectivité. Damien Alexandre, là-dessus. Alors en fait, je dirais il y a plusieurs points en fait qui sont importants. Je pense qu'il faut essayer de lever certaines idées reçues pour avoir l'attention des élus et des directions générales. Ne pas hésiter aussi à se faire aider par des experts externes, parce qu'en fait, bien souvent, ça va permettre d'aborder des sujets sous un angle qui va faciliter, je dirais, le passage de messages par rapport à la hiérarchie, on va dire ça comme ça. Alors d'abord, première idée reçue contre laquelle il faut lutter, effectivement, c'est que lutter contre la cybercriminalité, c'est un travail d'informaticien et de technicien. C'est souvent lié au fait qu'on fait la confusion entre système informatique et système d'information. Le système d'information, l'information en général, c'est beaucoup plus large. Ça comprend les personnes, les bâtiments, tous les processus, toute l'organisation en fait de la structure. Et ça se traduit par le fait que les mesures de sécurité à mettre en place, elles ne sont pas uniquement techniques, elles sont aussi organisationnelles, juridiques et humaines. Et si on oublie ça, dès le départ, en fait, on a un énorme trou dans la raquette. Et ça va être très, très dur de sécuriser quelque chose. Donc ça, c'est un message à faire passer aux dirigeants en disant que voilà, ce n'est pas une problématique purement informatique, ce n'est pas une problématique de technicien. Bien au contraire, c'est quelque chose qui est transversal dans la structure et qui nécessite l'intervention des décideurs au plus haut niveau, de manière à ce qu'il puisse y avoir, je dirais, un ruissellement, qu'il y ait une prise en compte globale dans la structure. Un point qui me paraît aussi important, c'est pas céder au fatalisme, c'est-à-dire que l'actualité est morose sur le sujet, il y a beaucoup de cyberattaques, etc., ainsi de suite. Et donc, on pourrait se dire, finalement, on n'a pas les budgets, on n'a pas les compétences, on n'est pas en capacité de se défendre contre des cyberattaquants, les règles du jeu sont tellement biaisées qu'on ne peut rien faire. En fait, on le sait, il y a quelques règles de sécurité fondamentales qu'on peut mettre en place sans que ce soit, je dirais, trop coûteux, sans que ça nécessite un effort trop important. Bien souvent, ces mesures-là, en fait, elles ne sont pas mises en place et c'est regrettable. Alors, je vais les lister rapidement. Oui, La parce que première… on a pas mal de questions, et pour abonder dans votre Oui. sens, c'est qu'effectivement, c'est un coût, mais ça a également un coût quand on a une attaque. C'est vrai qu'on l'a pas vu avec Patricia Durand tout à l'heure, mais c'est vrai qu'elle me disait que rien que sur la réaction à l'attaque, c'était un coût. Alors, je ne sais pas si je peux donner le montant ou pas, 90 000 euros. Et c'est pas tout, hein, parce que j'imagine que maintenant, tout le travail à faire, voire un recrutement, tout ça a un coût. Donc, c'est de se dire, l'investissement fait en amont, c'est tout ce que ça ne vous coûtera pas aussi a posteriori. Donc, il faut avoir ça aussi à l'esprit. Oui, et 90 000 euros, c'est un coût très modéré par rapport à ce genre de situation. Sur les points que vous vouliez lister, Damien Alexandre. Oui. Donc, tout d'abord, la sauvegarde. Donc, la sauvegarde, c'est l'élément essentiel pour pouvoir,
récupérer l'usage de ces données en ayant évidemment quelques règles de précaution. Et donc, sur le sujet de la sauvegarde, en fait, il existe comment dire, une mémotechnique simple, c'est vérifier si sa sauvegarde, elle est 3-2-1, voire 0, 3-2-1-0. C'est de règles de bonne pratique qu'on trouve très facilement sur Internet, je ne vais pas les détailler là, mais qui permettent d'avoir, je dirais, réduit au maximum les risques sur les sauvegardes. On n'est jamais au risque 0, puisque le risque 0 n'existe pas, mais on aura fait le nécessaire pour réduire au maximum les risques de perte de sauvegarde. Ensuite, il faut avoir des mots de passe de qualité. Là encore, toutes ces règles-là, on les trouve sur le site de l'ANSSI, sur le site de la CNIL, sur beaucoup d'opérateurs qui proposent aussi des conseils. Donc, il n'y a aucune difficulté à trouver le détail de ce que je présente. Voilà, donc avoir des mots de passe de qualité, c'est-à-dire avoir des mots de passe qui soient d'une certaine complexité et qui soient en même temps manipulés avec des règles pratiques qui font qu'on évitera de se les faire voler. C'est peut-être ce qui est le plus dur à faire passer dans les collectivités parce que c'est souvent sur les usages au quotidien que l'emploi de mots de passe, et aujourd'hui avec l'informatique, on a énormément de mots de passe, que ça pose problème. Mais de plus en plus, on trouve des solutions qui permettent de gérer ces contraintes-là. Ensuite, faire des mises à jour. Là, c'est le rôle des informaticiens, des prestataires informatiques, avoir un système à jour. Ça peut paraître dérisoire, mais c'est un peu comme le contrôle technique pour son véhicule. C'est nécessaire, il faut avoir un véhicule bien entretenu pour ne pas avoir d'accident. Ben, c'est pareil, il faut entretenir son parc informatique pour éviter qu'il y ait des incidents, des attaques informatiques. Et c'est très, très efficace, hein, parce qu'en fait, un système informatique à jour, ça peut ralentir, voire bloquer une grande partie des cybercriminels. Parce qu'en fait, dans les collectivités, on n'est pas face, je dirais, ou rarement en tous les cas, à des experts étatiques, quoi, hein. Donc, ça peut déjà être bien efficace. Et puis ensuite, sensibiliser les utilisateurs en faisant comprendre quelle est la situation, quel est le rôle dedans. Je parle souvent, moi, du principe du maillon faible, hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de dire que l'utilisateur ne doit pas être le maillon faible de la sécurité du système d'information par ses actions, abaissant le niveau de sécurité global du système. Il doit être plutôt le maillon fort, le sensibiliser, lui donner aussi les moyens d'être ce maillon fort-là, en lui expliquant comment faire, en donnant des… Parce que ça nécessite aussi quand même de s'intéresser au métier et de comprendre comment les personnes peuvent continuer à travailler. Donc, il faut les sensibiliser en leur proposant aussi des solutions concrètes qui correspondent à leurs usages. Voilà. Donc, au travers de ces 4 règles-là, on peut déjà avoir un premier niveau d'action efficace. Et ensuite, après, on peut s'appuyer aussi sur la législation. Notamment, moi, je tiens à rappeler que les collectivités sont soumises au Règlement général sur la sécurité, Référentiel général de sécurité, RGS, qui est porté par l'ANSSI, et que ce texte est très incitateur de bonnes pratiques, qui consiste notamment à faire des audits, de faire une analyse de risque, de faire des audits techniques, de faire ensuite de mettre en place un plan de traitement qui aura été réfléchi, qui aura été sélectionné en fonction de la capacité de la structure financière, humaine, etc. Et ensuite de suivre tout ça au travers, je dirais, d'une gouvernance qui va vérifier tous les ans que ce qui est prévu a été fait, éventuellement amender le plan d'action s'il y a de nouveaux événements, s'il y a des changements, etc. Et tout ça, c'est à la portée des collectivités, y compris de collectivités de taille réduite. Enfin, moi, c'est mon expérience au quotidien, hein, puisqu'on réalise ce genre de choses. Et c'est vrai que, en fait, on se rend compte que finalement, le cybercriminel est un prédateur. C'est un prédateur qui va vouloir attaquer les proies les plus faibles. Et donc, mettre en place un premier dispositif de sécurité, c'est déjà essayer de ne pas être un bon client pour les cybercriminels. Et déjà, ça vous protège. Alors, pas de tout, mais ça peut commencer déjà à constituer un socle de protection efficace. Première étape importante. Donc, comme je vous disais, on a plein d'autres questions et je vois, alors c'est peut-être plus la plateforme de cybermalveillance, je me tourne plus vers Nicolas Arpagian. Est-ce que les déclarations de cyberattaques des municipalités, surtout les solutions qu'elles ont mises en place, sont publiques? Et où peut-on les trouver ? Alors non, elles ne sont pas publiques. En fait, ce qui se passe, c'est que
les Les collectivités solutions, sont… par contre, non? Je crois me souvenir sur un site ou peut-être l'ANSSI, il y avait des retours d'expérience de Ah collectivités. oui, ah ben, à ce moment-là, sur la base du témoignage, mais on n'est pas sur Oui, une recension d'une… Parce que obligatoire. Oui. la question telle qu'elle était formulée, enfin telle que je l'ai comprise, c'était est-ce qu'il y a un endroit où on peut savoir quelles sont les collectivités qui ont été attaquées ou autres. Donc, Oui, une recension complète, ça n'existe pas. Oui. voilà, la seule chose qui existe, et ça a été mentionné dans le cas du RGPD, du Règlement général sur la protection des données, c'est que si les données vous concernant, la déclaration auprès de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, exige également qu'il y ait une information des titulaires de la donnée. Donc si vous êtes citoyen d'une collectivité dont les bases ont été, de données personnelles ont été perdues ou volées, effectivement, il y a la saisine de la CNIL et l'information de la CNIL et également le fait que le titulaire de la donnée, donc monsieur, madame, tout le monde, doit être informé du fait que les données personnelles détenues par la collectivité ont été perdues ou volées. C'est un double élément de déclaration. Non, alors il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de… Alors, de la même manière qu'il n'y a pas pour les entreprises, hein, ce n'est pas propre aux collectivités, on n'a pas une recension, une base qui serait une espèce de photographie. C'est la raison pour laquelle, alors là encore, il ne s'agit pas de stigmatiser les entités, mais dans le cadre de la démarche qu'on avait avec Cybermalveillance, c'est de faire en sorte de disposer d'une photographie la plus précise possible. Si on veut connaître le niveau de délinquance ou de criminalité dans le pays, il existe, alors il est en train de changer de nom, mais un observatoire national de la délinquance et des réponses pénales qui vous dit le nombre de violences aux personnes, de cambriolages intervenus en France dans l'année écoulée. On n'a pas ça sur la cyber. Et donc, l'idée, c'est aussi de collecter ainsi une espèce de description en typologie d'attaque et en nombre d'attaques, de manière à ce qu'on ait une photographie de l'état de la menace. M. Alexandre évoquait le Panocrime. Panocrime, c'est une, alors je corrige, mais c'est une revue de presse, c'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a pas d'investigation, c'est la compilation d'informations rendues publiques, alors quelquefois au corps défendant de l'entité qui voit son nom mis sur le devant de la scène par les médias, mais globalement, c'est forcément qu'une partie émergée, comme pour reprendre la référence à l'iceberg, émergée, donc c'est une photographie, mais ça ne constitue pas l'intégralité. Et j'évoquais également les entités qui décident de ne pas rendre public. On a évoqué des atteintes. Moi, j'ai eu le cas, on était intervenu sur des collectivités où soit il n'y avait rien de visible de l'extérieur, c'est-à-dire que le site internet de la collectivité marchait, les services marchaient, parce qu'il s'avère qu'il y avait une exfiltration de données. Et puis, vous avez le cas de la collectivité qui, même si elle le souhaitait, ne pourrait pas durablement dissimuler l'attaque dont elle a fait l'objet parce que son site internet est en rade, parce que j'évoquais le cas du parking municipal qui est également chiffré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une voiture qui puisse rentrer ou un véhicule qui puisse sortir. Donc là, effectivement, la question de la communication ne se pose pas. Mais par contre, on voit bien qu'à chaque fois, c'est une démarche qui cueille les décideurs, alors élus et leurs collaborateurs territoriaux. Bah évidemment, parce que c'est toujours au mauvais moment. On évoquait le fin décembre, la veille de pont. Bien sûr, c'est aussi un vecteur d'amplificateur de crise et donc de gain d'efficacité pour le pirate. Le pirate choisit sa cible, il choisit son mode opératoire et il choisit son agenda, son tempo. Par contre, on peut considérer, par rapport à l'interrogation de Madame Ringeau effectivement que les pirates n'ont pas délibérément choisi ces collectivités. On a le cas également avec les centres hospitaliers, les hôpitaux, qui sont souvent, d'ailleurs, le maire est souvent le président du conseil d'administration. On est un peu dans la même démarche. Simplement, c'est l'automatisation des attaques, leur passage au modèle industriel fait que, effectivement, des entités dont, j'allais dire, la générosité, la noblesse ou la contribution à l'intérêt général pourrait constituer un élément de protection. Non, ce n'est pas le cas. On Et n'a pas de chiffres là-dessus. Voilà, on n'a pas de chiffres, oui, on n'a pas de recension. En tout cas, ce qui est certain, et il suffit de balayer l'actualité même de la presse quotidienne régionale pour s'apercevoir que grandes, petites, du nord, du sud, de l'est, du littoral ou des alpages, effectivement, elles sont toutes concernées.
Je vais continuer parce qu'on a vraiment beaucoup de questions. Une, je la pose juste, on connaît déjà la réponse, parce que là, c'est toujours sur des statistiques et sur des chiffres sur les rançons. Donc ça, par essence, on n'a pas les chiffres au niveau national. Et pour revenir à ce que disait tout à l'heure Françoise Ringot, par essence, les collectivités ne payent pas. Alors, Oui, peut-être et ça, alors juste un mot là-dessus, il y a une petite oui, évolution doctrinale, enfin il y a une petite évolution de pratique que nous avons constatée, c'est que il y a quelques mois ou alors même petites années, le pirate indiquait un montant dans la rançon, au moment de son message de rançon. Donc on avait un montant. Là, ce qu'on constate, alors je ne sais pas, il faudrait voir le témoignage de nos camarades. Maintenant, en fait, le pirate ne met pas de prix. Par contre, il met un petit outil de chat, en quelque sorte, pour dire si vous êtes intéressé par payer, contactez-moi. Et donc, on n'a pas le prix. Et donc, c'est vrai que quand la décision de manière, j'allais dire, systématique et de dire je ne négocie pas, en fait, on ignore, on perd cet indicateur qui est de savoir le montant parce qu'en fait, on ne rentre pas en négociation. Donc, on ne sait pas quel est le montant évoqué, alors que jusqu'à pendant un fait caractéristique. Et ce qu'indique ce mode opératoire par chat, c'est que, alors c'est absolument pas un encouragement, ce que je vous donne là est un constat et c'est une information, c'est qu'il existe manifestement une capacité de négociation sur le prix, en tout cas sur une révision à la baisse du prix, mais en tout cas on est moins sur un montant qu'on pourrait qualifier, c'est-à-dire un peu comme quand vous passeriez devant une boutique, je peux vous donner le prix des produits en vitrine sans être entré dans le commerce. Là, en fait, on perd un peu cette quantification des sommes demandées parce que dans un très très grand nombre de cas, qui est quand même le cas majoritaire, on ne rentre pas en négociation et donc on ne connaît pas le montant envisagé par le pirate. j'ai une question qui demande l'origine des statistiques qu'on a pu indiquer tout à l'heure. Comme je vous disais, hein, beaucoup de cybermalveillance.gouv, Et les l'ANSSI dépôts de plainte. également. Et les dépôts de plainte. En fait, on a comme Oui. statistique, alors ce qu'il y a sur cybermalveillance, puisque ça, il y a un protocole de déclaration. Alors évidemment, ça n'est que celle qui passe par là, c'est pas exhaustif. Le protocole, et puis après, les dépôts de plainte. Aux États-Unis, c'est pour ça, évidemment, les chiffres états-uniens sont intéressants. Alors, au regard de la volumétrie, c'est plus les chiffres à l'échelle du continent européen, si on devait comparer. Le droit américain est beaucoup plus incitatif, notamment pour l'enclenchement des polices d'assurance, etc., sur le dépôt de plainte, ce qui fait que le dépôt de plainte est beaucoup plus systématique. Et donc, on a une photographie qui est plus concrète que ce qui n'est le cas en France. Les collectivités qui ne déclarent pas sont-elles passibles d'une amende? Alors, au titre des données personnelles, oui, puisque il y a une obligation de déclaration à la CNIL et au titulaire des données. Donc, elle pourrait faire l'objet si les données personnelles sont concernées. J'ai juste un doute sur le RGS parce que dans la législation sur les opérateurs d'importance vitale, il y a une sanction, alors avec un quantum de peine qui est beaucoup moins important que les sanctions CNIL, les fameux 4% du chiffre d'affaires, même si on n'a pas de jurisprudence très claire sur ce que représenterait une sanction CNIL dès lors que la notion de chiffre d'affaires applicable dans le règlement général sur la protection des données pour les entreprises, pour une collectivité, la notion de chiffre d'affaires est voilà. Donc pour l'instant, la CNIL, des discussions qu'on avait, étaient de dire oui, bien sûr, nous sanctionnerions une collectivité, mais l'assiette n'est pas d'une. Enfin, je ne sais pas si mes camarades de jeu ont plus d'éléments, mais des éléments doctrinaux. En fait, globalement, l'expérience montre que les collectivités déclarent, enfin, elles sont en général plutôt de bonne foi et elles sont plutôt dans une volonté de bien faire. Et si d'aventure, elles ne le faisaient pas dans les timing qui est quand même réduit à quelques heures, il faut quand même le rappeler, c'est plus un problème de disponibilité, d'effarement par rapport aux circonstances, c'est pas une volonté de dissimulation ou de fraude, c'est juste qu'il y a le poids qu'elles se prennent sur la tête au moment de l'attaque et donc d'être sûr de pouvoir revenir et donc d'être à la manœuvre et pas forcément à même de traiter tous les sujets juridiques ou techniques.
Merci. C'est vrai qu'il nous reste beaucoup de questions. Il y en a certaines, je vais pas pouvoir les prendre parce qu'elles sont malheureusement trop larges et ça nous prendrait trop de temps parce que quand on me demande les meilleures stratégies de sauvegarde, c'est vrai que c'est un sujet en tant que tel. Il y a aussi les prestataires dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est eux aussi qui font un plan de redressement? Plan de redressement, j'imagine que par là, on veut dire un nouveau système à mettre en place. Des fois oui, des fois non, j'imagine. Je propose, parce que malheureusement on arrive à la fin, la question des financières, parce qu'on sait que c'est important. On a vu tout à l'heure, on disait que tout ça avait un coût, mais que c'était aussi un investissement aussi qu'on faisait sur l'avenir. On a une question très précise et auquel je n'aurais pas pensé, je vous avouerai. Existe-t-il des fonds européens utilisables pour mettre à niveau la sécurité de ces systèmes d'information? Moi, je pense à des financements nationaux. C'est vrai qu'on n'a pas dit de mots sur le plan national avec un fléchage de 60 millions pour les collectivités. Donc ça, on peut en toucher un mot. Le côté fonds européen, je vous avouerai, moi, j'ai aucune idée. Je ne sais pas si vous avez une réponse. Il y a des choses. Non, il n'y a pas. Non, parce que la cybersécurité s'apprécie quand même beaucoup nationalement. Sont vraiment des... Alors déjà, pourquoi? Parce que c'est de l'argent public, donc on va avoir souvent, enfin, il y a quand même des marges. Après, il y a une réglementation qui va fixer des obligations. J'évoquais la directive Nice et un certain nombre de réglementations qui vont venir. Par contre, c'est vrai que ça reste un moyen de ressources. Par contre, on n'est pas, enfin, je veux quand même mettre un bémol et il ne s'agit pas de faire de l'avance commerciale, mais on a des outils sur l'audit. Nous, on fait une prestation de ce qu'on appelle un diagnostic cyber, un état des lieux, des recommandations, même un test de pénétration est intégré. On est dans des montants qui parlent de quelques centaines d'euros. Enfin, on n'est pas dans des budgets qui sont dissuasifs. On a un programme de micro-SOC, de centre de supervision. On n'est pas dans des choses qui sont inaccessibles parce que ça n'aurait aucun sens de fournir des prestations qui ne seraient pas adaptées techniquement et financièrement. Donc, il y a des solutions qui existent, enfin, qui sont quand même abordables, même s'il n'y a pas à temps plein dans les équipes des services informatiques ou des services de cybersécurité. On a quand même fait en sorte de trouver des réponses opérationnelles qui soient compatibles techniquement et financièrement. J'évoquais le cyberdiag, le diagnostic de cybersécurité ou le microsoc, qui sont des outils qu'on arrive à déployer même, alors hélas aussi en gestion de crise. C'est-à-dire que l'idéal, c'est quand même de se le déployer avant parce qu'il sera plus à même d'intervenir, mais également déployable si ça doit intervenir post-attaque ou en tout cas ou en cours d'attaque, de manière à limiter les effets de l'agression numérique. Je voudrais juste compléter sur le plan de relance. Vous allez avoir le parcours cyber qui va être disponible pour un certain nombre de collectivités. Il faut se rapprocher de son délégué ANSSI pour la région. Et avec ce parcours cyber, vous aurez une évaluation de votre niveau de sécurité et des préconisations pour les régler. Il y a aussi des appels à projets. Et donc, je ne maîtrise pas tout à fait les éléments, mais il y a sans doute des éléments possibles de marge pour avoir des budgets. Et puis, comment dire, il va y avoir aussi le développement de centres de réponse à incidents en région, à destination des collectivités, mais aussi des entreprises privées, qui devrait arriver, tout ça dans le cadre du plan France Relance. Françoise Ringot, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter que effectivement, il y a des solutions qui sont quand même, je dirais pas comme M. Harpagian qu'elles sont pas très chères parce que nous, par exemple, on en a quand même eu pour, on va dire au moins 50 000 euros d'intervention déjà sur la sécurité antivirus, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que la collectivité est beaucoup plus encline à les dépenser à ce moment-là. Donc là, par contre, on n'a plus eu de nom et de dire votre solution, mais pourquoi vous voulez changer votre antivirus, celui qu'on a, il va bien, ben non, ça y est, là, c'est bon, c'est acquis. Donc, c'est vrai que ça peut être un argument pour ceux qui n'ont pas eu d'attaque de dire, ben, attention, vous voyez le coût quand on a une attaque et il vaut mieux investir un peu avant. Voilà. Et puis ici, juste, alors je voudrais pas faire peur à Madame Durand, mais à partir du moment où on a eu une cyberattaque, on ne sait pas si on a des données qui ont été volées. 5 mois après, on a quand même vu des données sur le dark web. Pendant 5 mois, on n'a rien eu après l'attaque. Donc, il faut quand même être prudent et bien faire ses déclarations à la CNIL.
Oui, ce que disait tout à l'heure Nicolas Mm. Rochemarin, effectivement. Oui, Patricia Durand, vous voulez déjà alors, les différents, je ne sais pas si vous voyez sur le chat par rapport à vos différentes interventions, des fois vous êtes sollicité. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir, c'est difficile de suivre et de répondre en même temps. Et parce qu'il y a les questions, malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à toutes, comme je vous disais. Et surtout, des fois, il y a des questions très, très précises hein, sur votre système que vous utilisez. Damien Alexandre aussi, il y a des choses pour vous. Patricia Durand, je vous donne la parole. Et après, malheureusement, il va falloir qu'on Oui. s'arrête. Non, juste deux petites choses. Effectivement, Madame Ringot, merci de cette alerte. Non, mais c'est bien de partager Vous les ne voulez pas vous pratiques. gâcher la fin de journée hein. Vous avez entièrement raison. Et là, du coup, il y a une veille qui est en place par notre prestataire. La seconde chose aussi que je voulais dire, c'est que outre le traumatisme que représente une cyberattaque, il faut aussi savoir que très rapidement, nous sommes, enfin les collectivités, en tout cas c'est mon expérience, la cible quand même d'un certain nombre de démarchages commerciaux qui est aussi extrêmement difficile à maîtriser, à mesurer. Et vraiment, le lendemain, ce qui était assez fabuleux, c'est que j'ai dû recevoir 4-5 appels téléphoniques de sociétés qui me proposaient leur aide. Et bien évidemment, autant vous dire que j'étais dans l'incapacité de savoir à ce moment-là quel était le bon choix à faire. Voilà, donc ça fait aussi partie des choses qui se rajoutent un peu dans le stress. D'où l'importance d'avoir des prestataires effectivement labellisés qui ont un gage effectivement de crédibilité, disons. Parce qu'effectivement, c'est vrai que cet aspect, vous avez raison de le soulever, ça attire tout un marché, Alors, y compris bon et celles du qui moins sont bon. recommandées par l'ANSSI. Et en revanche, je veux pas être désagréable, mais en tout cas, il n'y en a aucune qui proposait quelques centaines d'euros. Oui. C'est sûr. Plutôt dans le 5 000 minimum, voire Alors, le double. je parlais du diagnostic. Je parlais du diagnostic de base. Voilà, oui, bien sûr. D'accord. Malheureusement, puisque là il est déjà 16h15, il va falloir qu'on s'arrête. Vraiment désolé aux internautes, hein, parce que j'ai vu plein de questions qu'on n'a pas pu poser. C'est vrai que des fois, certaines auraient mérité des développements assez longs et on ne pouvait pas le faire. Pour prolonger, effectivement, on vous a parlé de différents sites où il y a quand même il y a beaucoup d'informations hein, sur le site de cybermalveillance, sur l'ANSSI. Je veux signaler aussi, il y a un guide qui a été fait il y a quelques mois par l'ANSSI avec l'AMF, qui se veut effectivement un site de sensibilisation et de conseil pour les communes et les intercos. Donc, ça peut être utile. Et c'est vrai que c'est indéniable que je pense qu'on aurait besoin de faire une autre table ronde digitale parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. En tout cas, un grand merci à vous quatre. Et j'ai envie de vous dire à bientôt, qu'on puisse peut-être se retrouver pour une prochaine. Merci à vous, Merci. très bonne fin de journée et merci encore. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.